Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à la machine vulnVoIP, qui comme son nom l'indique, ça va être donc du hacking de voix sur IP. La description parle de l'IPBX astérisque. Donc c'est une machine intéressante puisque c'est assez peu courant d'avoir ça dans ses cibles. Moi personnellement ça m'est jamais arrivé en mission. La seule fois que j'ai eu ça en mission c'était un objectif secondaire où il fallait pawner la voix sur IP. Du coup on avait fait du VLAN-doping et on y avait eu accès, mais c'était pas super intéressant dans le sens, enfin techniquement c'était intéressant, mais après dans le temps d'un audit on a rarement le temps de pawner la voix sur IP et d'enregistrer un message ou une conversation intéressante, à moins d'avoir de la chance et de tomber directement sur une conversation intéressante. Mais par contre les hackers et hackeuses dans la vraie vie évidemment n'hésitent pas à enregistrer vos conversations, surtout si vous êtes une cible sensible pour X ou Y raison. Elle est aussi intéressante cette machine puisqu'elle fait un lien un peu je trouve entre le hacking des années que même moi j'ai pas connu, années 80 où c'était via téléphone, pour vous imprégner un peu de cette ambiance, il y a le film Wargame qui est pas mal à ce sujet-là, et donc ça fait le lien entre ce monde-là et le monde d'aujourd'hui où c'est même plus c'est même plus de la voix sur IP, c'est des messageries et que des softs, mais on en parlera je pense plus à la fin de la vidéo. Et concernant le monde d'aujourd'hui, j'ai quand même eu des remarques autour de moi sur la chaîne Hack-Size où les gens qui connaissent pas sont surpris qu'on puisse parler librement du hacking, ce qui paraît de mon point de vue surprenant, puisque évidemment qu'on peut parler librement, on est dans un monde libre où le partage du savoir est libre. Mais si vous tombez sur donc des personnes qui ne comprennent pas l'intérêt des hackers et des hackeuses pour la société, n'hésitez pas à leur conseiller de regarder cette vidéo de Keren Elazari sur TED. Est-ce que je vais la retrouver du premier coup? C'est bien elle. Ah voilà, je pense que c'est cette vidéo là. On a fait plusieurs, hein. Mais je crois que c'est celle-là. Four years ago, a security researcher, or as most people would call it, a hacker, found a way to literally make ATMs throw money at him. His name was Barnaby Jack. Voilà, en plus vous avez même les sous-titres en français Was later called pour les gens qui parlent pas in his anglais. honor. I'm here today because I think we actually need hackers. Barnaby Jack could have easily turned into a career criminal or a James Bond villain with his knowledge, but he chose to show the world his research instead. He believed that sometimes you have to demo a threat to spark a solution. And I feel the same way. That's why I'm here today. We are often terrified and fascinated by the power hackers now have. They scare us. But the choices they make have dramatic outcomes that influence us all. So I am here today because I think we need hackers. And in fact, they just might be the immune system for the information age. Voilà, je vous laisserai regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue, mais je trouve le concept intéressant et ça permet de parler un peu au grand public de la relation entre le hacking et la société qui évolue évidemment avec le temps, mais comment en discuter un peu avec les filles de Hack-Size, même dans la série Pretty Little Liars maintenant il y a des hackers, donc on peut dire qu'ils ont vraiment envahi la société. Bref, on va finir par attaquer cette machine. Allez, vulnVoIP, c'est parti.
Je lance le scan and map. CF, précédente vidéo pour le détail des paramètres. Donc on est sur quelle salle? On est sur CTF 7. Ça suffira, ça suffira. Voyons voir si ça nous suffit. J'aurais peut-être dû mettre un T4 pour que ça bourrine un peu. Mais de toute façon, je vais faire une pause comme ça, vous n'avez pas à attendre le résultat du scan. Voilà, on voit donc quelques ports ouverts, le SSH comme souvent, si c'est une cible Linux, un serveur DNS, serveur web par lequel on va commencer, puisque comme je le dis dans mes précédentes vidéos, quand il y a un serveur web d'ouvert, on commence par ça. On voit directement que c'est du FreePBX, donc même si on n'avait pas l'information que c'était un PBX, dans la description de la machine, on l'aurait trouvé rapidement. Un serveur MySQL et un port 44445, ça je sais pas ce que c'est. Et qui dit FreePBX dit donc voix sur IP, et la voix sur IP tourne en UDP. Donc comme un scan UDP ça met 3 plombes, je propose de le lancer maintenant. Et on verra plus tard son résultat. Évidemment il faut le lancer en tant que route, puisque sinon il peut pas envoyer des paquets en dessous du port 1024 en UDP et écouter le retour. Donc pendant que ce scan tourne, comme je le disais, on va commencer par regarder un peu le serveur web. Donc allons-y. Comme je suis un flemmard, je fais un copier-coller. Bim. Alors on tombe sur une interface qui nous renvoie vers deux autres interfaces. Le premier semble être un serveur de voicemail, donc de message vocal, qui nécessite un login mot de passe. Et on a la version du FreePBX qui s'affiche, 2.5. Le second demande également un mot de passe. J'essaie de l'admin au cas où, passe pas. Et il nous affiche une autre version du FreePBX. Donc ça c'est assez étrange. Est-ce que derrière il y a plusieurs serveurs? Est-ce que c'est le même avec plusieurs versions en parallèle? On ne sait pas trop. Alors qui dit FreePBX et voix sur IP, donc comme je disais dit UDP, et ça utilise le SIP. Et le SIP SIP, je vous laisserai vous documenter dessus, mais globalement si on regarde, enfin pour attaquer du SIP en pentest, l'outil plus connu ça s'appelle SIPVicious. Voilà, qui est directement dans Kali. Et qu'est-ce qu'il nous raconte de beau? Qui est donc voilà, utilisé pour auditer un système en voix sur IP. Donc on a envie de jouer tout de suite avec ça. Alors allons-y, en plus on n'a pas souvent l'occasion, donc profitons. Donc comment ça marche? Eh bien, si on tape SIPVicious, voilà, on a ces différents outils. Je vous laisserai creuser, on va pas tous les utiliser, on va en utiliser au moins 2 ou 3 sur 5. Donc le premier c'est le svmap, donc faisons un --help. Alors svmap, c'est donc pour, comme son nom l'indique, faire un peu de l'équivalent du nmap mais pour de la voix sur IP. Et donc ça va chercher des périphériques SIP sur la cible qu'on lui donne. Donc nous, vu qu'on n'a qu'une IP, c'est assez rapide. On va juste lui mettre donc l'IP qu'on a, c'est-à-dire ctf07, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, .rootme.org. Voilà, donc vous voyez, très très rapide. Il nous renvoie très simplement une troisième version différente de Asterix PBX. Ah ouais, là c'était FreePBX et là c'est Asterix PBX. Je ne connais pas assez pour savoir si c'est la même chose, si c'est encore autre chose de différent.
Mais on peut regarder vite fait, faut voir ce que ça raconte sur PBX, sur Wiki. Wikipédia. Web-based open source qui fait du astérisque. Et après, le deuxième qu'on avait, c'était ce coup-ci astérisque PBX. J'ai l'impression que c'est quand même deux choses différentes. Mais bon, peut-être que la version, et probablement d'ailleurs que la version open source de Asterisk, qui donc semble être FreePBX, utilise un user agent comme ça, et donc c'est logique. Enfin, ce qui est pas logique quand même, c'est qu'on arrive à trois versions différentes. Ça, c'est pas super clair. Enfin bon, donc ça c'est la première étape qui nous permet de faire un peu de la reconnaissance sur la voie sur IP. Donc SVissues, on a donc d'autres outils. Après le map, on va utiliser le war. -help. Alors, svwar, c'est quoi donc? C'est pas super détaillé dans l'aide. Mais globalement, on va l'utiliser pour faire de l'énumération d'extensions. L'extension téléphonique, hein, donc pour les plus jeunes d'entre vous, vous avez peut-être pas connu ça, mais donc quand il y avait un réseau téléphonique dans l'entreprise, on pouvait s'appeler en interne en tapant des numéros courts, et après pour les appels depuis l'extérieur, il y avait un numéro classique, et après on tapait l'extension pour joindre un numéro en particulier. Donc comment ça s'utilise? Comme tout à l'heure à peu près, sauf que là on va lui spécifier un range. Donc ça c'est l'extension qu'on veut scanner. Donc on va essayer toutes les extensions, par exemple de 100 à 2000. Ensuite on va lui dire quelle méthode utiliser. Donc par défaut il utilise register, on peut utiliser options or invite. Moi je vais utiliser invite, mais après vous pouvez les essayer un par un et en fonction du contexte vous pouvez varier ce paramètre. Et enfin la cible qui ne change pas. Alors voyons si ça nous répond quelque chose. Il commence par nous afficher des messages d'avertissement. Ah ouais tiens, ça c'est marrant. Donc ce genre de scan peut faire sonner le téléphone et réveiller des gens au plein milieu de la nuit. Et l'extension 100, ça répond, enfin ça a une réponse non prévue, donc probablement qu'il existe. Et les autres ont une réponse plus classique, on va dire. Donc on a 5 extensions qui répondent, dont l'extension 100, qui met en weird puisqu'il sait pas trop ce que ça répond. Weird, qui veut dire donc bizarre en anglais. Ok, parfait. Donc une fois qu'on a fait ça, notre prochaine étape c'est, vu qu'on a trouvé des extensions qui existent mais qui nécessitent une authentification, on va faire le classique brute force des extensions. Alors, ce coup-ci donc c'est un troisième outil de SVissues qui s'appelle crack. Et comme son aide ne l'indique pas, donc c'est pour faire de brute force sur une extension. Alors nous, qui c'est qu'on va cibler? On va cibler par exemple l'extension, je sais pas, le 200, je la prends au pif. On avait quoi? 200, 201, 102, 101. Pas pour 200. Et ensuite, moins D, c'est pour dire donc le dictionnaire qu'on va utiliser. Donc, comme d'hab, sur les différentes machines en général, on utilise ROQ. Ah, je l'ai pas décompressé sur cette Kali, donc ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre ailleurs. Je vais la prendre sur
Outils, word list, là je dois l'avoir décompressé, voilà. Parfait. Est-ce qu'il me faut un paramètre de plus Est-ce qu'il lui faut un paramètre de plus? Remontons sur l'aide. -U, -D et l'adresse IP. Donc, l'adresse IP c'est toujours ctf07.rootme.org. Et c'est parti mon kiki. Donc comme ça peut être super long, hein, comme tout crack de mot de passe, surtout en ligne. Tout comme le scan UDP qui va être long aussi. Quoique il dit seulement 8 minutes. Sachant que le scan UDP j'ai fait que sur les 1000 ports les plus connus, parce que si je fais sur les 65 000 ports il y en a bien pour plusieurs heures. Bref, donc on a plusieurs choses qui tournent en fond. Tiens, ça nous envoie un message d'avertissement, le brute force SV crack. A sip of red wine. Ça, c'est pas bon. Je pense. Ou alors il a été super rapide, il a déjà tout fini, mais je trouve ça étrange. Bon, bah ce que je vais faire, c'est dans le doute, je vais changer, faire le 201 pour voir s'il met autant de temps que 200 pour faire le scan. C'est bizarre. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut s'intéresser, tant qu'à faire du brute force, on peut aussi faire du brute force sur ces interfaces là. Donc on avait la admin et on a la recordings. Et du coup, comme on a déjà utilisé plusieurs outils de brute force, c'est-à-dire de mémoire Hydra et Burp dans les précédentes vidéos, pour changer un peu, je vais un peu introduire un nouvel outil qui s'appelle Patator. Patator. Ah, dis donc, ça va super vite les scans. Je suis surpris sur les IP. Donc 200, 201, ça sert à rien, et si on 101, 102. Ou alors mon dico il est pourri. J'ai un doute quand même. Je vais vérifier que c'est bien le ROQ original. Que je lui ai passé un paramètre. Pour cela, je compte le nombre de lignes du dico en question. Music, outil, word list, ROQ. Non, il y en a bien 14 millions. Je suis pas sûr que notre brute force SVCrack fonctionne correctement quand même. Enfin, admettons. Alors, Patator, comment ça marche? Ça marche avec, c'est un peu comme HTTP, Hydra. Pour du HTTP, ça, en gros, ça gère 3000 protocoles. Et donc, le premier paramètre, si on fait -help, c'est de lui dire brute force de quoi. Donc nous, on veut faire de brute force de HTTP. Donc il appelle ça HTTP fuzz. Et maintenant, si je demande l'aide sur HTTP fuzz, il nous file les différents arguments. Donc, on va commencer par le premier qui est donc l'URL. Que je ne vois pas dans les différents arguments qu'il propose. Alors je suis soit bigleux, encoding, ça c'est autre chose. C'est l'encodage URL. Ah ouais, l'URL. Ah bah j'avais même pas vu qu'il y avait des exemples. Avec des lignes entières, bah, c'est parfait ça. Donc URL égale notre URL. C'est pas tiré d'ailleurs, je te demande l'habitude de URL égale notre URL qui est donc http bah ça quoi, tac. J'aurais pu ça, tac. Voilà.
Ensuite, alors ce qu'il faudrait que je fasse quand même pour que vous compreniez mieux, c'est comme d'habitude d'ailleurs. Ah, on voit qu'ici le 101 n'a rien donné. Testons le 102. Et si le 102 ne donne rien, je pense que on pourra dire que c'est pas la bonne solution. Tac tac tac. 101, 102, 100, 200, 101, 101. C'est bien ça, on aura testé les 4. Du coup, revenons sur le Patator. Patator. Donc on a mis l'URL. Ensuite, on a dit que on devait lui spécifier la méthode. Ah oui, voilà, c'est ça, je voulais vous montrer le burp. C'est des paf music. Donc CF précédente vidéo, je rappelle d'ailleurs pour ceux qui galèrent que si on fait accessize query, enfin je vais pas le faire, je vais le faire quand même proprement. Si si vous cassez pas la machine comme moi. Donc si vous voulez sur notre chaîne YouTube, si vous faites une recherche dans la chaîne, et si vous cherchez par exemple où c'est qu'on parle de burp, vous faites dièse burp et on voit que c'était dans la vidéo sur le mot de passe de Washington. Alors il me dit qu'il y a un update available. On fera ça, je ferai ça une prochaine fois. Et je lance mon burp. Du coup je vais devoir fermer un peu le bordel que j'ai ouvert. Ça on le garde, c'est plutôt celui-là qu'on verra dans un second temps. Ok. Et ça... Ah, ce qui fait chier, c'est que du coup, c'est pas grave, ça passera par les flux. Allons-y. Donc je configure Firefox pour passer par le proxy burp. Et je laisse passer toutes les requêtes. Ou pas. Ou pas, tiens. Ah non, si, parce qu'on va être interrompu tout le temps sinon. Ok, donc ça je l'enlève aussi. Et donc quand j'essaye admin, comme on l'avait essayé, je crois, ça m'envoie un correct username or password, et la requête est donc bien un post avec admin. Donc c'était juste pour vous montrer que c'est comme ça que je sais que je veux mettre comme méthode post. Donc une fois qu'on a spécifié l'URL, la méthode, lui le met pas d'ailleurs, si méthode post. Ensuite il faut mettre donc le contenu du body, ça ressemble à Hydra pour le coup. Donc le contenu du body, pardon, ça va être ça. Donc je fais copier-coller, je vais pas m'embêter. Évidemment entre double quote, puisque potentiellement il y a des caractères chelous dans la string. Et enfin, il prend un paramètre qu'il appelle 0, qui semble être combo.txt. Le point texte, en gros, c'est la liste de mots de passe, hein, je pense. C'est là où il spécifie qu'on va utiliser le rockqueue que j'ai utilisé déjà à plusieurs reprises dans cette vidéo. Si j'arrive à récupérer le contrôle. Je suis où là? J'ai perdu mon pointeur. Ouais, elle est bonne celle-là. Ça je peux le fermer, c'était pour préparer la vidéo. Et j'ai l'impression que j'ai planté Tmux. Donc ce que je vais faire... je peux même pas. Alors si vous avez comme moi votre Tmux de planté, comme c'est le cas précisément là,
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vous conseille de fermer la fenêtre, de la relancer, de faire un tmux attache. Ah, il a carrément perdu le... Ah, la bonne celle-là. Bon, bah on est bon pour créer un nouveau tmux. Route me, challenge route me, on est sur vim VOIP. Tmux new -s. Je vais l'appeler vim VOIP. Fichier, on avait quoi en cours? On avait le scan nmap qui est perdu. Du coup, je vais le relancer quand même. Sudo nmap-t4-su sur ctf07.routeme.org. Une fois que le scan nmap est en cours, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait le brute force sur le SIP, on l'avait fini sans succès. Et on est en train de lancer Patator, et on avait Burp qui du coup a planté. Est-ce que j'ai encore besoin de Burp? Pour l'instant je le relance pas, si besoin je le relancerai. Bah si je vais en avoir besoin parce que j'ai perdu la... Ah peut-être que non. Voyons voir. Tac, tac, je fais le flemmard, je copie-colle de ce que j'avais dans l'URL. Donc c'était ctf07.routeme.org. Alors je vous remontre quand même la syntaxe. -help. Nous c'était le -help sur http fuzz. Et donc on était en train de s'inspirer de ça. Follow égale 1, je pense que c'est pour suivre s'il y a des redirections. On voit que j'ai pas l'habitude de jouer avec Patator. Ensuite, il y avait quoi d'autre? Il y avait accept cookie égale 1, j'imagine que c'est pour accepter les cookies envoyés par le serveur. Et donc, ignore, c'est donc pour quand la tentative est pas bonne. Donc on veut l'ignorer puisque nous ce qu'on veut c'est quand la tentative est bonne. Donc quand le mot de passe est pas bon, ben ça envoie pour nous incorrect username or password. On l'a ici. Et du coup si ça renvoie pas ça, on est plutôt dans l'optique que c'est la bonne, c'est le bon mot de passe. Donc pour résumer, Patator, http fuzz, l'URL, la méthode, le body, le dico. Alors du coup, il faut que je mette pas celui-là, ça c'est celui-là par défaut sur Kali, mais moi je l'ai pas désipé. Je vais mettre plutôt, je sais pas s'il va aimer, outils word list. rocknew.txt. Donc follow égale 1, accept cookie égale 1, j'ignore si c'est ce résultat là puisque c'est quand le mot de passe est faux, et quand le mot de passe est bon, c'est-à-dire que c'est différent de ça, et bien je quitte le programme puisque j'ai plus besoin de continuer, j'ai trouvé le bon mot de passe. Est-ce qu'il est content avec ça? On dirait que non. Info, starting potato. Qu'est-ce qui lui convient pas? Je soupçonne que c'est le dico. Hein. Donc, pour pas s'embêter avec ça, est-ce que j'ai de la place sur cette VM? Oui, je vais tout bêtement zipper rockyu. Comme ça, vous pouvez l'utiliser comme moi avec la commande. Vous pouvez mettre le même paramètre que moi. Et du coup, si je mets ce rockyu là, donc word list
CR share. Ça a pas l'air d'être mieux, hein. Elle est toujours en ligne la machine ou pas? Oui, ça c'est bon. Qu'est-ce qui pourrait déconner? On peut toujours joindre le serveur. Pas info. Tac tac tac. Bon là à chaud je vois pas ce qui déconne, donc je fais une petite pause de réflexion. Bon bah c'est un grand mystère, mais je ne comprends pas pourquoi le brute force de Patator n'a pas l'air de fonctionner. Du coup ce que je propose de faire, c'est que comme ça veut pas, quand ça veut pas, on va essayer d'autres pistes. Et du coup, l'autre piste qu'on avait, enfin une des autres pistes, on en a plusieurs, mais c'est l'histoire du FreePBX avec plein de versions différentes. Donc on a dit 2.5, ou alors si on revient à la racine, et qu'on va ici, là ça dit plutôt 2.7.0, et on avait 2.6 sur la, quand on faisait le SVMap, est-ce que je peux le récupérer le SVMap? Voilà, mais sur ctf07.org. Voilà, c'était 1.6 même, ah ouais dis donc. Bref, donc on a plein de versions différentes, donc c'est je pense bizarre, mais en tout cas on peut se rechercher s'il n'y a pas des exploits sur ces différentes versions de FreePBX. Et on voit que il y en a un petit paquet. Du coup, quand il y en a un petit paquet comme ça, j'ai tendance à favoriser ceux sur Metasploit qui sont plus faciles d'utilisation en général. Et on voit que sur Metasploit, donc là il n'y a pas le numéro de version, là ça concernerait de 9.0, de 10.0. Donc nous on a en dessous, donc ça devrait marcher je pense. Et celle-là aussi ça devrait marcher. Bref, il y a plusieurs solutions qui semblent fonctionnelles. Donc on a envie de jouer à ça. Je lance donc Metasploit. J'aurais dû le lancer sur notre fenêtre, tant pis, comme ça on aurait pu le garder en parallèle. Je vais le faire autrement. Bah alors, voilà, je vais laisser le searchploit de FreePBX ici, et sur Metasploit, je fais aussi une recherche de FreePBX du coup, et il nous en trouve du coup que 2. C'est marrant, nous on en a 3 en dessous. Il a l'air de trouver celui-là, mais pas celui-là. Bon bah pas grave, hein, testons le premier, dans l'ordre. Donc j'utilise cet exploit. Qu'est-ce qu'on a comme option? Des extensions. Le rhost, donc ça c'est CTF07. Le remote port 80, c'est tout bon. Et en termes de payload, j'ai le choix entre quoi et quoi. Donc d'habitude je fais du reverse, hein, comme je l'ai dit dans pas mal de vidéos, mais comme j'ai pas envie de vous montrer mon adresse IP publique, je vais essayer de faire du bind. On verra bien ce que ça donne. Donc on va essayer la générique, hein, je peux embêter, shell bind tcp. Et du coup, en espérant qu'il n'y a pas un pare-feu local à la machine, du coup on va laisser le port QT4, c'est pas mal. Alors extension, il dit 0.100. Je sais pas s'il faut le spécifier à un range d'extension qui fonctionne. Donc dans le doute, je vais lui spécifier, nous c'était 200 de mémoire, 201.
Vous voulez qu'on le relance? Allez, on relance. C'était donc le Cipvicious SV War qui nous a sorti ça. On a mis fuck, je sais plus. Je vais faire un history grep SV War. Donc on avait lancé ça. Je le relance pour vu qu'on a perdu l'output. Je vais être un peu plus gourmand que tout à l'heure, j'ai monté à 3000. Pour faire la différence entre les deux commandes si besoin dans les recherches d'historique. Et du coup, de mémoire, c'était 200-201. Donc en attendant, on peut regarder un peu le détail de l'exploit en question. Il était tellement rapide que j'ai un peu le temps de vous montrer le détail de l'exploit. Mais globalement, donc c'est un RCE, donc ça va, il va trouver un moyen d'exécuter du code à cause de la version vulnérable sur la cible, si ça marche. Et donc, en effet, c'était bien 200-201. Ou 100, 101, 102, hein. J'ai mis 200, 201, mais on aurait pu mettre 101, 102. Et on va voir si ça marche, je suis pas sûr du tout. Donc il envoie les paquets Evil, malicieux. Malveillant plutôt, pas malicieux. Et ça a pas l'air de fonctionner, on n'a pas de session. Du coup, ce que je vais faire... Parce que ça peut être pas mal de choses, ça peut être le fait qu'il y ait un pare-feu interne qui nous empêche, le fait que la version n'est pas vulnérable, mais ça j'y crois pas trop parce que on a 3 numéros de version différents, et d'après ces 3 numéros de version, si je dis pas de bêtises, on va voir l'info. And possibly holder, ah on sait pas trop. On sait pas trop, donc peut-être que l'exploit n'est tout simplement pas bon. Et enfin... Non, c'est tout, hein, ça peut être que ces deux solutions-là. Bon, ben quand c'est comme ça, j'ai pas le choix, il faut que je spécifie un reverse shell, donc je change la payload. Shell reverse TCP. Et du coup, je vais changer le port parce que de internet, j'ai ouvert que ce port-là sur ma machine attaquante. Et il me reste plus qu'à mettre l'IP, mais comme je ne veux pas que vous la voyez, je vais faire une pause dans la vidéo. Et on va voir si ça nous permet de hacker la machine en mettant un reverse plutôt qu'un bind. Et c'est parfait, en effet, c'était bien ça. Il devait y avoir un pare-feu sur la cible, donc le bind ne passait pas, mais par contre si on fait un reverse shell, donc si je mets un port en écoute sur ma machine et c'est la cible qui se connecte à ma machine, lorsqu'on exécute du code dessus grâce à la RCE liée à la version de FreePBX, et ben ça passe, j'ai bien une session Meterpreter, enfin non Linux pour le coup, donc je me connecte dessus, et je suis root, donc on a déjà poney la machine, donc d'une manière un peu différente à celle qu'on aurait pensé. Je pense qu'il y a des versions faciles et difficiles de cette machine, mais ça donc c'est la manière facile, on devient root directement parce que la version du FreePBX est trop ancienne et pas à jour. Alors quand même pour information sur la voie sur IP, vous avez la configuration normalement dans ce fichier là, ouais, c'est ça, qui potentiellement a des choses intéressantes dedans. Si on regarde ça en détail, backup admin, sudo, hop,
Oui, on a l'air d'avoir des mots de passe. Fob password, je sais pas bien ce que c'est. On a des user mots de passe, ça semble être la base de données. Et on a aussi un login mot de passe sur l'Asterix Manager Interface, donc ça je pense que ça doit être la fameuse qui est là. Testons d'ailleurs si c'est admin et AMP 111, AMP 111. Non. Est-ce que c'était l'autre, c'est-à-dire celle-là, admin AMP 111? Non plus, bah mince alors. C'est quoi cette interface? Alors je sais pas taper le mot de passe. The password of AMPGR user. C'est bien admin hein, le username. Admin. Non, rien à faire. Et là, admin. Non, rien à faire. Ok, bon. Alors il y a encore une autre interface d'admin que j'ai pas vue. Pourtant ça a l'air d'être ça, il n'y en a pas 36. FreePBX. Je fais une petite pause quand même parce que ça m'intrigue. Alors je vais quand même tester un truc. Déjà je suis en train de me rendre compte que le Nmap j'ai fait que sur les 1000 ports les plus courants et potentiellement pas pour le SU. Le SU j'ai fait tout et on a le 53, hein. Mais sur le ST, donc c'est à dire sur le TCP, je crois pas que j'ai fait tous les ports. Donc je vais lancer un scan Nmap sur tous les ports. Et je me demande si du coup c'est pas sur un autre port qu'on peut se connecter avec ce compte admin qu'on a trouvé là. Voilà, donc en effet on voit qu'il y a d'autres ports ouverts qui sont pas dans les 1000 les plus courants, notamment le 50038 là. Et en fait si on se connecte sur ce port, c'est assez marrant. 5038, on tombe sur effectivement une invite de Asterix Manager. Message missing action request. Donc si on tape action login, username admin et secret AMP 111, on trouve dans le fichier mot de passe. Authentication failed. Alors peut-être qu'il y a une histoire de, comme c'est du telnet sale, peut-être que faut faire genre login, authentication failed. Voyons voir. Donc on réessaye. Pourtant je vois pas ce que je fais de mal là. Login. Username admin. Secret. MP111. Il n'y a rien à faire. Il veut pas. Bon. I don't know ce qui va pas, mais du coup là c'est l'interface Telnet qui permet de jouer avec le SIP directement. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez creuser, il y a sûrement moyen de faire des choses intéressantes par là. Et donc pour finir cette vidéo, je vais quand même flaguer histoire de dire que le flag est tout bon. Elle est où ma session? Elle est là. Tac. Il est là. Hop, hop, hop. Tenflowboot la box. Et bah voilà, donc pour cette machine avec la voix sur IP,
Donc aujourd'hui, on n'a plus, je pense qu'Astérix existe toujours, mais c'est vrai qu'on a de moins en moins ce genre d'éléments chez les clients. Les clients utilisent de plus en plus, malheureusement d'ailleurs, puisque c'est pas très propre, mais leur téléphone personnel pour leur smartphone pour échanger via des messageries type WhatsApp ou Signal. Je recommande d'ailleurs Signal évidemment, même si je pense qu'en termes de sécurité endpoint to endpoint protection, les deux sont à peu près aussi bien sécurisés. Mais bon, WhatsApp appartenant à Facebook, évidemment, il vaut mieux utiliser Signal. Donc Signal, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est facile à trouver sur internet. C'est celle-là, voilà. J'en profite aussi pour rappeler que je suis assez surpris qu'il y ait des hackers sur Facebook. Il y a des groupes de hackers sur Facebook, alors que les hackers sont censés être les personnes qui ont compris comment fonctionnent les technologies. Et donc Facebook ayant quand même un certain nombre de choses à se reprocher. C'est quand même surprenant que des hackers utilisent ce média de communication, alors qu'en plus il y a tellement d'alternatives possibles, open source ou pas d'ailleurs. Mais bon, pour ceux que ça intéresse de comprendre pourquoi Facebook n'est clairement pas dans le même esprit que le hacking, je vais vous donner quelques liens un peu aléatoires, puisqu'il y a vraiment tellement de choses à dire sur Facebook. Ça limite à se poser la question si Facebook c'est pas son leitmotiv de faire des choses sales d'un point de vue hacking. Donc pour par rappel, il y a par exemple eu des plaintes de l'Europe face à Facebook, puisque Facebook n'utilisait pas nos données de manière et puis aussi en termes de paiement des impôts. Facebook ne paye pas d'impôts en Europe. D'autres choses à dire sur Facebook, c'est que ils poussent des brevets sur des trucs un peu relous. Je vous laisserai creuser ça. Je mettrai tous les liens en bas de la vidéo, vous embêtez pas. Même du Zataz. Même Zataz, il a parlé de Facebook, par exemple, cet article. Après, il y a évidemment Cambridge Analytica, ça j'en parle pas. Et une autre émission intéressante qui parlait de Facebook, c'était Cache Investigation, qui montrait que les gens qui s'occupent de supprimer les vidéos qui respectent pas la loi sur Facebook, évidemment ils sont un peu traumatisés parce qu'ils voient des vidéos assez horribles à regarder, et Facebook ne les s'occupait pas du tout de leur traumatisme induit par leur travail. Bref, je mets tous ces liens en dessous, mais c'est tout ça, il y en a plein d'autres encore, hein. C'est juste pour vous rappeler que clairement Facebook n'est pas une bonne idée, d'où utiliser WhatsApp n'est pas une bonne idée, et favoriser plutôt Signal. Voilà. Bon, si tu souhaites, j'en profite aussi pour dire, si tu souhaites plus de vidéos de la part des filles de Hacksize, n'hésite pas à le mettre en commentaire, ça les motivera peut-être à faire des vidéos. J'essaie de les motiver, mais ça prend son temps. Et voilà pour cette vidéo sur du hack de voix sur IP. Et j'espère que ça t'a permis de faire un pas de plus vers le niveau en hacking de Lisbeth Salander. Et il me reste plus qu'à te dire à la semaine prochaine.